Salut à tous et bienvenue dans l'interview en plus, puisque on avait la chance de recevoir Gérard Gilly. On n'allait pas le laisser partir sans revenir un peu sur son parcours. Donc, rebonjour Gérard. Rebonjour. Et à tes côtés, Jean-Charles Debonneau. Salut Mourad. Consultant star, métier. Ouais. Minot de formation, ex-pro, ex-OMTV et grand consultant de Football Club de Marseille. Ça fait beaucoup. Quelle carrière, quel CV. Ça fait beaucoup. Quel ça CV. fait beaucoup. Voilà, mais à côté de toi, on a quelqu'un qui a peut-être encore un CV plus impressionnant. Je suis désolé. Largement beaucoup plus impressionnant. Différent. Différent, voilà. Aussi, oui. Mais voilà, pour les plus jeunes, vous ne connaissez peut-être pas Gérard Gilly, mais Gérard Gilly a été donc double champion de France avec l'Olympique de Marseille. C'est aussi l'année du doublé. C'est Oui. toi aussi qui mène 88-89. le dernier vrai doublé, si on veut, même si Didier Deschamps en réalise un aussi. La Coupe de la Ligue. Les Coupes de la Ligue. Et le vrai doublé, c'est Coupe pas pareil, de France. La Coupe de la Ligue n'est pas pareille que la Coupe de France. Voilà. Il ne faut pas se tromper. Après, comme j'ai beaucoup vibré pour ce premier titre en 17 ans sur la Coupe de la Ligue, donc j'ai un rapport particulier avec cette victoire en 2010. Mais on va revenir un peu donc, sur ton parcours. Gérard, tu es Marseillais déjà. Je suis Marseillais, je suis né à Château-Gombert, Voilà. dans le 13e arrondissement. Et à l'époque où Château-Gombert était encore un peu séparé de Marseille, parce c'était un petit village et il y avait beaucoup de champs enfin, où on pouvait jouer au foot, quoi. Et le pôle technique qui existe n'existait aujourd'hui pas. Donc c'était les lieux sur lesquels on allait jouer au foot, quoi, avec des copains, quoi. Donc logiquement, tu vas à l'Olympique de Marseille lorsqu'on s'aperçoit que tu as le niveau pour jouer au football professionnel. Je joue jusqu'en cadet à Château-Gombert et puis ensuite je suis détecté comme un gardien de but par l'OM et quelques autres clubs aussi d'ailleurs, et je choisis l'OM parce que ça a bercé mon enfance, je veux dire, je suis né avec un maillot olympien sur le dos. Et puis l'aventure olympienne commence, quoi. Et c'est là où tu rencontres un certain Jean-Charles D. Oui, j'ai la chance d'arriver dans l'équipe des Minots. Là aussi, c'est une grande époque pour le club marseillais, puisque cette équipe-là sauve le club de la liquidation judiciaire. Et réalise un exploit extraordinaire, c'est de sauver le club et de remonter, quoi. D'accord, parce que oui, donc je regarde un peu ton parcours. Donc tu vas aussi à Bastia, Rouen, Olympique d'Alès, qui à l'époque, il me semble, était en D2. Oui, ça c'est mes années de joueur. C'est-à-dire, je suis jusqu'en junior à Marseille. La porte est fermée pour moi. Et là, je pars sur Bastia. Et je débute ma carrière professionnelle à Bastia. Et quand tu es en junior à l'OM, en plus, c'est l'époque Marcel Leclerc, Josip Skoblar, Ron Magnusson. À savoir, pardon Gérard, quand il te dit que la porte est fermée, le gardien était Jean-Paul Escal, international. Georges Carnus. Et Georges Carnus. Et Georges Carnus derrière, qui était... les plus grands gardiens du championnat de France. Oui. Et Gérard était juste derrière. Donc je veux dire, porte fermée, je veux bien, mais pour la trouver entrouverte, c'était déjà difficile. C'était compliqué. Donc, d'où l'intérêt d'aller s'exiler un petit peu dans d'autres clubs. Voilà. Donc, je pars sur Bastia, je commence ma carrière professionnelle à Bastia. Et ça démarre très bien, mais au bout de 6 mois, j'ai un accident grave. Je me fais casser la cheville en match. Et à cette époque-là, les soins n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant. La rééducation, au lieu de durer 2 mois, elle dure 2 ans. Et puis, elle n'est pas tout à fait terminée. Et puis, on ne retrouve pas tous ses moyens. Et ensuite, je pars sur une carrière qui est Rouen, qui est Alès, mais ce n'est pas une carrière qui peut me donner un avenir. Et cet avenir-là arrive le jour où Marseille joue contre Bastia en finale de la Coupe de France. Donc, tu as fait ton retour à Bastia à ce moment-là? Je suis à Bastia. Je m'occupe plus ou moins des jeunes. Et là, comme Marseille joue Bastia, il y a un reportage qui est fait par les journalistes marseillais à Bastia. Et je rencontre René Voléry, que j'avais connu quand j'étais jeune, et qui me dit, tiens, l'année prochaine, Marseille cherche un gardien de but qui soit remplaçant de Marc Lévy, qui était le gardien des Minots,
et qui en même temps puisse travailler avec Jean Robin au centre de formation. Jean Robin, qui est quelqu'un de très important dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et là, donc, on précise, on est en 1981 et le club vient de subir une grande crise, vient de descendre en Division 2 avec Marius Trésor, Linderoth, je crois qu'il s'appelait. Oui, il y avait 11 internationaux. Grosse équipe et qui descend en Division 2, ça s'appelait à l'époque. Et donc, c'est dans ce contexte-là donc, que tu reviens au club avec les Minots. Et donc, je reviens, je pose ma candidature et Roland Gransart l'accepte. Et donc, je reviens à ce poste-là qui est quelque part dans mon esprit. Je suis gardien de but remplaçant au cas où Marc Lévy aurait un problème. Mais ça me met le pied à l'étrier pour devenir formateur. Et c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc, je reviens dans cet esprit-là. Je passe mes diplômes d'entraîneur. Et je deviens à 32 ans diplômé. Et je fais jusqu'en 1988, je suis directeur du centre de formation de Marseille. À savoir, pardon Gérard, parce que ne nous dira pas aussi, il est très humble, qu'il y a eu Christophe Galtier, à son centre de formation, Frédéric Mérieux, Hérault, Coé. Ce sont tous des joueurs qui sont passés sous sa coupelle. C'est lui qui les a formés. Il les a fait monter au plus haut niveau. Gérard est très modeste. À savoir, je vous le dis, je le connais très bien. Il n'est pas là pour se gargariser. Mais c'est lui qui a formé, qui a fait grandir tous ces jeunes joueurs et qui sont devenus internationaux, certains internationaux, et qui ont fait des carrières en Ligue 1 extraordinaires. Donc voilà, c'est cette génération-là qui lui a permis aussi de travailler, de bien travailler, mais aussi de les faire sortir. Et aussi, même, j'avais lu, il me semble que c'était Christophe Galtier qui disait que c'était toi qui lui avais aussi donné la vocation, que maintenant, il se dit, s'il est devenu entraîneur, c'est aussi grâce aux souvenirs qu'il a et puis, le hasard de la vie avec Christophe Galtier, c'est que je l'ai pris comme adjoint à Bastia. Donc, je l'ai eu à 14 ans chez moi, puisqu'il arrivait des Cailloles, et donc on a travaillé ensemble pour qu'il puisse devenir professionnel. Il a fait sa carrière et je l'ai récupéré comme adjoint à Bastia, quoi. Voilà. Donc, mais ça, ce sera pour après. Donc on revient dans les années 80. Il y a un monsieur qui va reprendre le club qui s'appelle Bernard Tapie. Et donc là, le club, en 1986, si ma mémoire est bonne, change de dimension. Malheureusement, quelques années avant, l'équipe des Minots a un peu été liquidée. On vous a un peu envoyé... Quasiment totalement. À part Éric Dimeco qui fait de la résistance et qui va... Il a formé Éric Dimeco aussi. Voilà, puisque... Oui, en fait, c'est vrai que tu as été un peu le grand frère de l'équipe des Minots. C'était un peu ça ton rôle. Mais, oui, en fait, le grand frère, c'est Roland Gransart qui les avait tous eus, qui les avait sortis, quoi. Avec qui d'ailleurs, il joue avec nous, Roland, au tout début. Après, moi, j'étais un peu plus âgé qu'eux et... Bon, voilà, il nous entourait en fait. Il nous conseillait, nous entourait, nous calmait parce que nous la fougue, nous, personne ne nous contrôlait. Donc heureusement qu'il y avait des garçons comme Gérard et Roland qui étaient déjà des Marseillais de souche et qui connaissaient très bien le Vélodrome, qui avaient vécu dans ce stade et qui nous donnaient d'énormes conseils et qui nous ont permis de progresser et surtout de se canaliser. Parce que nous, comme on dit les Minots de Marseille, on arrive de tous les quartiers et pour nous ce qui était important, c'est de porter ça, quoi. Ouais. Le maillot de l'OM, quoi. Le maillot de l'OM. Et après, on a été aidés par ces personnages, quoi, qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait connaître le football professionnel et qui nous ont aidés à évoluer au plus haut niveau aussi. C'était quoi, quel souvenir tu gardes un peu de cette période, de cette équipe des Minots, de ce qu'il y avait autour, de l'ambiance en ville, tout ça? Ben, ce que je garde, c'était une équipe d'amis, quoi. Il y avait une solidarité exceptionnelle. Il y avait je veux dire, ils acceptaient tous les défauts des autres, quoi. Et ça devenait une grande force parce que ça chambrait, parce que c'était chaque match était un événement exceptionnel qu'ils vivaient, quoi. Il y avait pas de, ils étaient rassasiés de rien, quoi. Ils avaient des yeux ouverts comme ça chaque fois qu'ils rentraient sur le terrain. Et puis il y avait cette débauche d'énergie, ils voulaient se dépenser, cette fierté de porter ce maillot, quoi, tout simplement. Et c'est ce qui les a fait réussir et c'est ce qui
pour certains, je veux dire, pour moi, ça m'a rendu malheureux de les voir se faire disloquer comme ça, quoi. Injustement disloquer. Et parle-nous un petit peu de Jean-Charles, le joueur. Donc, comment il était? Est-ce que tu as une anecdote particulière sur lui? Jean-Charles, c'était quelqu'un qui ne s'arrêtait jamais de courir, qui était toujours en train de râler, qui menait, et en fait, qui donnait une ambiance, quoi. C'était lui qui déclenchait beaucoup de pressing, était le chasseur dans l'équipe, quoi. C'est lui qui allait chercher le ballon en permanence. Non, mais c'est... Je veux dire, il entraînait, quoi. Il entraînait l'équipe. C'était un leader, quoi. Oui, et puis bon... j'avais beaucoup d'activités, quoi. J'avais du jus. Ouais, avec sa gouaille et son envie de gagner, quoi. Il était un des personnages clés de ce groupe, quoi. Et donc après ça, tu vas au centre de formation, c'est ça? Oui, je m'occupe du centre de formation pendant ces années-là aussi. Et voilà, j'ai un métier de formateur. J'avais passé un diplôme de formateur pendant 7 ans à m'occuper des jeunes, aller les récupérer, les chercher dans toutes les régions, les accueillir et les faire grandir, les éduquer, quoi. Et puis en 1988, donc c'est quel était l'entraîneur? Parce que Bernard Banide. Voilà. Banide Hidalgo. Et donc là, à ce moment-là, à la surprise générale, donc parce que déjà c'était pas encore trop dans les habitudes de Bernard Tapie de faire partir son coach, surtout qu'il y avait un peu, si j'avais bien compris, enfin parce que bien sûr ça je l'ai lu, je l'ai pas vécu, mais il y avait un petit peu un lien entre Hidalgo, Banide et Tapie. Quand Tapie arrive en 86, il transforme tout, il apporte une nouvelle dimension à Marseille, et pour cela il prend le staff de l'équipe de France. C'est-à-dire Michel Hidalgo et Gérard Banide. Et il les installe pour essayer de gagner le titre. Mais en début de saison 88-89 En 88, début de saison, le premier match, ils font nul contre Montpellier ici. Et le deuxième match, ils se déplacent à Lille. C'était au mois de juillet. Et ils perdent à Lille dans les arrêts de jeu. Et là... tout bascule, pour moi, tout bascule le lendemain, quoi. C'est-à-dire que j'écoute le match à la radio, Lille a perdu, je veux dire, ça ne me concerne pas directement, tout ça, et le lendemain, un coup de téléphone, et puis Hidalgo m'appelle et me dit, il faut que tu viennes me voir à mon appartement, quoi. Alors que je n'avais pas eu pendant les 7 ans de centre, ou de leur période à eux, je n'avais pas de rapport avec eux. Et puis d'un seul coup, on me demande de venir voir Hidalgo. Hidalgo, quand j'arrive chez lui, est un peu tendu. Il me dit, voilà, Bernard Tapie a viré Gérard Banide dans la soirée, après le match, et il me demande de prendre l'équipe, et donc tu seras mon adjoint pour diriger l'équipe. Alors je dis bon, c'est ok, je suis salarié du club, mais je dis mais le centre de formation, je ne veux pas le laisser, quoi. C'est-à-dire bon, je veux bien venir quand c'est possible donner un coup de main pour l'équipe pro, mais moi, ma fonction à moi, c'est formateur, et j'ai fait venir beaucoup de gamins, je ne peux pas les laisser comme ça. Il me dit oui, on va s'arranger. Donc 3 jours après, il y a un premier match à Marseille contre Sochaux, et on fait 0-0, et le soir même, Hidalgo téléphone à Tapie dans la nuit en lui disant que voilà, revenir sur le banc en tant que numéro 1, il y a trop d'émotions et il ne peut pas. Est-ce qu'il ne voulait pas reprendre? Parce qu'on rappelle que Michel Hidalgo, c'est grand entraîneur français qui fait gagner le premier titre international à la France avec l'Euro 84. Voilà. Et donc là, ça fait 84 à 88, c'est 4 ans après, il n'a pas envie de revenir dans cette pression, dans ce stress. Et donc il dit ça à Tapie. Le matin à 6h, le téléphone sonne chez moi, et c'est Tapie au téléphone. Pas de rein. Que j'ai la première fois, quoi. C'est la première fois que j'ai au téléphone. Et donc là, Tapie te dit quoi? Et là, il me dit, Hidalgo a refusé de prendre l'équipe.
Donc à partir de maintenant, tu prends l'équipe de manière intérimaire en attendant qu'un entraîneur soit trouvé. Donc à partir de demain, tu t'occupes que des pros et tu assureras le premier match si je n'ai pas trouvé d'entraîneur et jusqu'à ce que je trouve un entraîneur. Et donc voilà, le matin, je me présente devant le groupe professionnel en disant voilà, j'explique qu'à partir de ce moment-là, c'est moi qui suis en charge de les faire travailler voilà. Et l'intérim a duré 2 ans et demi, quoi. Voilà, un groupe pro où il y avait déjà Papin, Alof, qui Alof, était là, Foster, Sauzé aussi. Sauzé, c'est une grosse équipe. Oui, Et une grosse équipe déjà. Là, tu as 0 expérience en tant que coach jusque-là. Mais non, je m'occupais uniquement que du centre de formation et de l'équipe réserve. Donc, alors justement, Gérard, là tu t'inspires de quoi à ce moment-là? Quand tu es au centre de formation, c'est une façon de travailler totalement différente. Ouais. Et là, tu arrives avec des immenses joueurs, des internationaux, et tu t'inspires de quoi? C'est là, en fait, le changement. Il est total. Le changement, il vient du fait que... Enfin, le changement. Quand j'arrive là, j'explique que... Je réfléchis, je dis j'ai des joueurs d'une grande expérience, puisque Alof et Foster ont fait 4 Coupes du Monde. Donc la première chose que je fais, c'est de faire des apartés avec des gens comme ça et d'expliquer le projet, quoi. Pour le projet de jeu que j'imagine pour l'équipe. Et puis je veux qu'ils me disent ce qu'ils en pensent, qu'ils me disent... Te guident un peu? Qui te guident aussi? Oui, je leur dis, vous avez l'expérience, qu'est-ce que je veux arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là. Et donc, ils s'impliquent dans le projet, quoi. Et petit à petit, en s'impliquant dans le projet, ils impliquent les autres. Et là, à ce moment-là, on part sur quelque chose qui est pas autoritaire, mais qui est participatif. Et donc, tout en étant participatif, je m'aperçois que moi, en fait, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses sur l'exigence du haut niveau, sur la qualité des rapports entre eux, sur le fait qu'il faut qu'ils s'entendent bien, mais pas forcément. Il peut y avoir aussi des conflits qui génèrent une énergie positive, voilà, et ça démarre comme ça. Et ça te fait grandir beaucoup plus vite de travailler avec des gens comme ça, quand tu commences ta carrière d'entraîneur au haut niveau? À mon avis, c'est le plus important, parce que j'avais, moi, des diplômes, mais c'est une expérience théorique. C'est-à-dire que c'est facile, il n'y a pas d'interlocuteur en face. Alors que là, quand tu prends une décision et que tu vois qu'en face, il y a une réaction négative et il faut arriver à la canaliser pour qu'elle devienne positive, c'est totalement différent. Et ces gens-là qui avaient une grande expérience, par exemple, je vais dire un truc, Papin qui à cette époque-là se créait énormément d'occasions et marquait peu de buts. On le surnommait JPP, j'en peux plus. Voilà, par rapport à ça. Par rapport à ça, je me suis dit, mais la meilleure personne qui puisse me donner les clés pour faire travailler Papin, la meilleure personne qui puisse avoir un effet positif sur Papin, c'est Klaus Alof. Donc international allemand, lui aussi il a joué combien de temps? 120 sélections. Oui, un monstre, quoi. Un monstre. Et donc, le projet là, de Gérard Gilly et Klaus Alof, c'est dire à Klaus Alof, fais progresser Papin. Comment je peux faire pour que Papin puisse progresser? Comment tu peux faire pour l'aider à progresser? Et quand un joueur de cette trempe te dit, bon, moi, ma carrière, j'ai marqué beaucoup de buts, je n'ai pas besoin d'en marquer beaucoup plus, mais je vais t'aider et je vais l'aider à marquer plus de buts. Avec Klaus Alof, dans les matchs, aurait pu marquer une tonne de buts, mais il a fait marquer une tonne de buts à Papin. À l'entraînement, dans certaines situations, je me souviens toujours, il lui disait coupe, quand Papin faisait la différence et arrivait toujours dans le même rythme, et Klaus Alof qui disait coupe à Papin.
Il expliquait, tu as fait la différence avec le dernier défenseur. Donc tu as eu une première action où il fallait que tu fasses tout ça à fond. Mais une fois que tu as fait la différence, tu vas te retrouver face au but et au gardien. C'est une deuxième action qui commence. Et elle ne doit pas être dans le même rythme que la première. Et ça, il faut être Klose pour le savoir. Il faut être Klose pour le savoir. Parce que c'était aussi, parce qu'il y a des grands joueurs qui n'ont pas forcément une réflexion sur le jeu, mais lui, il l'avait. Ouais. Lui, il l'avait. En discutant avec Klose, si Klose me renvoie rien, je sais que je ne peux rien avoir, je ne me sers pas de Klose. Mais si Klose m'explique ça, et je lui dis à Klose, tu es capable de le faire passer à Jean-Pierre, ça de le faire passer, mais pas le mardi ou le mercredi, quand c'est facile, mais le faire passer dans le match. Est-ce que tu es capable de lui faire passer dans le match? Il suffit qu'une seule fois, ça se produise, pour que ça mémorise Papin. Et on a vu la carrière qu'il a fait après derrière. Et après, il allait que dans les bons coups, il savait quand il pouvait y aller, pas y aller. C'est ce qui a fait la différence. Quand il ne s'engageait pas, on savait que le ballon n'était pas bon. Et quand il s'engageait, on savait que là, il allait se passer quelque chose. Et voilà comment je me suis construit. C'est à travers ce genre d'expérience qui me fait construire les participations tactiques. C'est-à-dire que parler à certains joueurs qui étaient internationaux, qui évoluaient à certains postes. Et qui disaient, voilà, bon, moi, ce poste-là, il y a des choses que je peux faire, et ce n'est pas au détriment de mon efficacité, ce pourquoi je suis à ce poste. Donc, voilà ce que tu peux me demander, et voilà ce qu'il ne faut pas me demander. Si tu me demandes ce qu'il ne faut pas me demander, je vais le faire, mais je ne suis plus dans mon rôle. Donc, après, ce qui était important, c'est que garder chaque joueur dans son rôle majeur. Et donc, à partir de là, il y a une réflexion collective qui se fait. Voilà pourquoi de travailler avec des grands joueurs, il y a grands joueurs et grands joueurs capables de donner aux autres. Oui. Il y en a qui sont grands joueurs, mais ils seront grands joueurs qu'individuels. En fait, et ils n'auront jamais compris le rôle qu'ils peuvent avoir. En fait. Il y en a d'autres qui font grandir l'équipe. Ils font grandir l'équipe. En fait, ça fait beaucoup penser à ce que Jean-Louis Gasset a dit sur son passage au PSG. Il a dit moi, j'ai beaucoup grandi en étant au PSG, en parlant avec Thiago Motta, en parlant avec Zlatan, en parlant avec des mecs qui avaient un truc que moi, j'avais pas eu avant. Je suis pareil. Moi, j'ai eu Jean-Louis Gasset comme adjoint à Montpellier. Donc, j'ai eu Galtier et Jean-Louis Gasset comme adjoint. Mais on était toujours à se rappeler ça, quoi, à se dire, regarde, c'est les grands joueurs, il faut savoir écouter, c'est tout. Savoir écouter et savoir prendre et savoir de temps en temps écrire. Est-ce qu'il faut savoir pardonner? Pardonner? Oui, à un joueur, des fois, certaines choses, ou à un effectif, un rendement. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être d'un excès qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire. Se remettre en question et de dire peut-être que c'était peut-être eux qui avaient raison et moi qui avais tort. Oui. C'est important, ça, la psychologie. Mais la psychologie. Parce que les joueurs, j'ai l'impression que les entraîneurs d'aujourd'hui, ils veulent moins accepter les réflexions de certains joueurs d'avoir des échanges avec certains joueurs. Là, toi, tu avais une réflexion, tu avais un échange. Tout le temps. Ça dépend des entraîneurs aussi, de leur. Mais il y en a beaucoup plus aujourd'hui, dans ce sens-là. Parce qu'ils sont plus individualistes. Ils pensent plus à leur carrière personnelle qu'au rendement collectif d'un club. Enfin, c'est l'aspect que je ressens. Non, mais après, chaque entraîneur a une personnalité. Il y a celui qui gesticule beaucoup sur le bord du terrain et qui fait plein de choses, mais en fait, personne ne l'écoute. Et puis, il y a celui qui ne dit pas grand-chose, mais quand il dit quelque chose, ça apporte un plus, quoi, à l'équipe. Moi, je me souviens du premier match qu'on fait à Marseille. Et puis, on est 0-0 à la mi-temps, je crois que c'est contre Sochaux. On est 0-0 à la mi-temps. Et avant l'ancien, tu sais, on sortait du banc. Et puis, on va jusqu'au vestiaire. Il y a à peu près une minute avant de rentrer au vestiaire. Quoi. Et là, j'ai rien vu. C'est-à-dire, je suis sur le banc, j'ai rien vu. C'est le premier match, l'émotion.
me met un brouillard, quoi. Je ne vois rien du tout. Je rentre au vestiaire. Alors il y a un rituel au vestiaire, les gars, 5 minutes, tranquille. Mais au bout de la 6e minute, il commence à y avoir les yeux qui se lèvent. À la 7e, les yeux, ils sont tous comme ça. Alors l'entraîneur, il dit rien. On est 0-0. Et là, je suis comme ça. Je dis, j'ai rien vu. Tu leur as dit un jour. J'ai dit, j'ai rien vu. Je ne peux pas vous dire quelque chose, j'ai rien vu. Alors j'ai dit, si vous avez vu quelque chose, eh bien, dites-le ou mettez-le en application, mais moi, j'ai rien vu. Donc, et c'était le premier match, quoi. C'est-à-dire que j'étais dans mon truc de diplôme où, à la mi-temps, 5 minutes, hein, puis après on intervient, et on dit ça, on prend un feutre avec un tableau et on fait des croix. Et là, j'étais là comme ça. Mais j'ai rien vu. Je dis, j'ai rien vu. Et puis à un moment donné, comme ça, sur le terme de la discussion comme ça, je dis, de toute manière, si vous jouez un peu plus haut, on va beaucoup plus les emmerder que ce qu'on fait maintenant. Mais ça, en fait, ça a suffi, quoi. Ça a suffi parce que ça a déclenché de suite, ouais, on va aller chercher plus haut et tout ça. Mais quand je dis ça comme une réflexion à moi-même. De toute manière, on ne fait que reculer. Si on joue plus haut, c'est sûr qu'on va avoir un peu plus le ballon. Et c'est parti là-dessus. Donc, je veux dire, voilà, ça tient à rien. Moi, je crois beaucoup au projet qu'on peut donner à une équipe, le projet de jeu, faire participer. C'est-à-dire, en faisant participer les joueurs, on en fait des spécialistes au poste. Ça devient... C'est des spécialistes au poste. Est-ce qu'il y a Lucien Favre qui a donné une interview cette semaine et il disait, en fait, il faut, moi les joueurs que je veux, c'est des joueurs avec une intelligence tactique parce que sinon je peux rien faire. Si le joueur n'a pas de réflexion sur le jeu, ça ne me sert à rien. Est-ce que c'est ça aussi en fait, tu as besoin de joueurs qui pensent le jeu pour pouvoir avoir cet échange. Oui, mais qui pensent le jeu, mais aux joueurs, tous les joueurs, on leur explique quelque chose. Alors on explique. Mais moi je pense qu'il faut expliquer le rôle au joueur, lui expliquer pourquoi il fait ça, pourquoi il ne fait pas ça, et tous les jours, il y a au moins une séance d'une demi-heure de match où il est toujours dans son rôle. Tous les jours, il répète ce qu'il doit faire. C'est des gammes en fait. Hein. Tous les jours, mais collectivement. Oui, collectivement, le ballon il est là, qu'est-ce que tu fais là? Comme un pianiste. C'est des révisions en fait. Tous les jours. C'est des révisions, j'ai. Tous les jours. Pour l'intérioriser. Pour que lui, à un moment donné, il ait ses propres repères en disant, tiens, putain, là je suis à la bonne hauteur, là je suis trop bas. Que ce soit lui qui l'intègre ça. C'est un réflexe de jeu. Oui, c'est l'intègre. Et puisqu'on parle de cette époque, on va forcément donc parler de Bernard Tapie, qu'on disait qui mettait beaucoup de pression sur les entraîneurs, pour la compo, etc. Comment ça se passait les relations avec Tapie? Il mettait beaucoup de pression. Moi, je sais qu'il m'a, là aussi, il m'a formé. Il m'a formé à travailler dans l'exigence. Quand je dis formé, c'est moi. Pendant 2 ans et demi, il m'a toujours posé la même question. Pendant 2 ans et demi. C'est pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Quand je suis parti, j'ai dit, mais je vais t'appeler, monsieur, pourquoi tu fais ça, quoi? Parce que chaque fois que il m'a dit, parce que si tu arrives à me convaincre, tu arriveras à convaincre le groupe. C'est-à-dire, si tu arrives à me convaincre que tu changes cette équipe-là et que tu fais cette équipe-là, parce qu'il faut le faire et que tu as des arguments pour le faire, eh bien, si tu arrives à me convaincre, tu peux parler au groupe. Tu es sûr que devant le groupe, malgré les questions, tout ça... Et le respect. Tu sauras ce dont tu vas parler. Parce que ce n'était pas quelqu'un qui était facile à convaincre. Non, mais voilà. C'était quelqu'un qui avait son caractère, on va dire. Donc la répercussion sur moi, en fait, ça veut dire que chaque fois que je faisais un changement, que je faisais un changement de travail, un changement de joueur à un poste, j'étais là, je disais, putain, pourquoi tu fais ça? Et à des moments, je me disais, putain, mais tu n'as pas de raison de faire ça, quoi. En fait, tu fais ça parce que c'est une humeur, c'est un truc comme ça. Mais il n'y a pas de raison. Et donc, je ne le faisais pas.
Et quand je me disais, putain, l'équipe, il y a un problème, tout ça, je vais changer, lui. Pourquoi tu fais ça? Putain, effectivement, ça peut apporter un plus, donc voilà. Et la réflexion derrière. Voilà. Et après, c'est resté, quoi. Dans la suite de ma carrière, dans les grandes décisions, c'était toujours, quand j'allais prendre une décision importante, c'est pourquoi tu fais ça. Donc, à partir du moment où on est convaincu que c'est la bonne solution, on peut aller l'expliquer au monde entier, quoi. Parce qu'on a les gestes, on a les mots. Et donc 88-89, à la fin de ta première saison, donc tu fais le doublé. Et qu'est-ce que ça fait enfin déjà, quelle émotion il y a dans la ville? Et en tant que Marseillais, de gagner à Marseille, on dit souvent qu'on est nul les prophètes en son pays. Là, qu'est-ce que ça fait? Quelles émotions te passent Les émotions, elles passent surtout par ma famille, hein. Par mes enfants qui vont à l'école et ma femme qui va chez le boucher prendre la viande. Qui ne la paye plus. Le petit à l'école, il avait toujours 0, il a 20 sur 20. Voilà ce qui modifie la vie, quoi. Quand tu tombes en panne de voiture, tu n'entends pas une autre. Vas-y, prends la roue avec. T'inquiète pas pour ta voiture. L'émotion, on est emporté par quoi. Moi, quand je fais le tour d'honneur au stade de Vélodrome avec mon fils qui a 4 ans, je veux dire, devant 40 000 personnes qui applaudissent, voilà, l'émotion, elle est là, quoi. Mais l'émotion, elle est quand même retenue parce que pour arriver là, il y a tellement de pression, quoi. Parce que là, c'est pas du quotidien, quoi. C'est 24 heures sur 24. Parce que le métier d'entraîneur, c'est pas on fait l'entraînement, on rentre chez soi et puis on est tranquille, quoi. Il faut toujours anticiper, toujours anticiper pour ne pas être pris au dépourvu s'il y a un problème. C'est la nuit, on réfléchit, quand on fait des changements, quand on laisse des joueurs à côté sur le banc ou un truc comme ça, c'est quelles réactions vont avoir les autres, qu'est-ce que ça, dans le groupe, le vestiaire, comment ça va réagir, comment, je veux dire, et toute la nuit, on ressasse les différentes situations qu'on peut retrouver. Et puis Gérard, les joueurs, on connaît tous les joueurs, c'est vrai que tu as certains joueurs qu'il faut brusquer, d'autres à qui il faut parler plus calmement, d'autres qu'il faut les piquer parce que tu sais que si tu ne les piques pas, ils ne vont pas avoir la réaction. Tout à fait. Tout ça, c'est une gestion et surtout que tu cogites pendant des nuits, comme tu viens de dire. Il faut être, si demain je sors lui, comment je veux pouvoir lui expliquer? Il faut que je le pique là, je lui explique de quelle manière? Il faut avoir plusieurs... sur chaque joueur, il faut avoir une approche psychologique différente. Et ça commence déjà le matin quand on dit bonjour. Selon comment on dit bonjour à un joueur, on le tue ou on le fait monter aux arbres. C'est vrai ça. Quand on te dit bonjour comme ça, ou quand on te dit bonjour, on lui tape sur l'épaule. Il va pas me faire jouer, c'est bon. Voilà, donc je veux dire, il y a une approche... le joueur, c'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un de sensible. Et si on arrive à toucher cette sensibilité, on est capable de tout faire avec un joueur. On est capable même de lui faire accepter d'être remplaçant. Il faut de l'affection, c'est vrai, on a besoin d'affection. Oui. C'est d'une certaine manière, d'une certaine façon. Même à Cantonade, on va dire, Eric, il a besoin d'affection. Même si on le voit comme ça, avec une carapace, avec sa grosse gueule, mais il a besoin d'affection. Après, avec Papé, c'est autre chose. Avec Eric Dimeco, c'était d'une autre façon. Avec Foster, il fallait le voir différemment. Alors, voilà, je pense que le point fort de l'entraîneur, c'est là aussi. C'est très pointu, c'est très personnalisé comme boulot, quoi. On peut parler aussi malheureusement d'un match qui a beaucoup compté dans l'histoire de l'OM et qui est... Alors là, on a parlé du bonheur, mais là, tu vas me dire ce que tu as ressenti. C'est la demi-finale on rappelle, donc pour les plus jeunes, encore une fois, demi-finale de C1, donc de Ligue des Champions. À l'époque, ça s'appelait la Coupe des clubs champions. L'OM a gagné 2-1 à domicile contre Benfica. D'ailleurs, tous les joueurs ont dit qu'on aurait pu gagner 4-5-1. Et au match retour, c'est dans les arrêts de jeu, il me semble. Non, la 83e minute. 83e minute, corner pour Benfica, but de la main, et l'OM est éliminé. S'il y avait eu la VAR, on aurait été en finale. Ah, ça, Rudy Garcia. En fait, il n'y a que l'arbitre qui ne l'a pas vu. Hein. Tout le monde l'a vu. Bon, sans être chauvin de l'Olympique de Marseille. Ou l'arbitre l'a vu. L'arbitre l'a vu. Il n'a pas sifflé. Voilà, là c'est encore. Mais qu'est-ce que tu ressens à la fin de ce match-là? Est-ce que vous aviez été meilleur et puis vous êtes éliminé? Sur ce match, il y a plusieurs phases. Déjà, le match à Marseille, je pense qu'on doit le gagner avec au moins 3 buts d'écart. Et on doit être en finale ce soir-là. Bon, après, on va là-bas, on rentre déjà dans un stade, on joue à la loose, 120 000 personnes.
on se dit, c'est un peu hors du commun, quoi. Parce que ça te... Ouais, il est très beau ce stade. Sans ça, c'est énorme, quoi. Et donc, et le match, il est très... parce qu'en perdant 1-0, on est éliminé, quoi. Alors on est là, on dit, on joue pas, mais bon, on maîtrise plus ou moins, ils n'ont pas beaucoup d'occasions de but, mais on sent qu'il y a un arbitre, on le sent. On sent qu'il y a un arbitre qui n'est pas bon, ni d'un côté ni de l'autre, pas bon, et qu'il peut se passer quelque chose, quoi. Et quand il y a ce corner, le ballon part, et là, le ballon atterrit dans un groupe de joueurs, mais il a un rebond qui paraît extraordinaire parce qu'il était à hauteur de poitrine, et on voit le ballon qui part, comme si on a donné un coup de poing, quoi. Et là, immédiatement, il y a l'ensemble des joueurs marseillais, mais au même moment, qui lèvent la main. C'est-à-dire que c'est pas un qui fait ça ou l'autre qui fait ça. Là, c'est comme ça. Et puis voilà, on est éliminé. On rentre au vestiaire à la fin, et là, immédiatement, dans les vestiaires, enfin, sur le banc, c'était Thierry Roland qui commentait. Et Thierry Roland, lui, avait le ralenti à la télé. Et là, de suite, il fait passer le message comme quoi le but a été marqué de la main et qu'il aurait dû être refusé, tout ça. Donc on rentre au vestiaire. Et là, on est déçu, mais c'est surtout la colère, quoi. C'est surtout la révolte, en fait. La révolte, et c'est surtout savoir si on va avoir la possibilité de porter une réclamation pour faire annuler ce match, quoi. Okay. De suite, c'est la réaction, c'est Tapi, hein, qui dit, qui ne pense même pas aux conséquences du match perdu, quoi, là. Mais qui dit, qu'est-ce qu'on fait comme recours, voilà, parce que tout le monde l'a vu, tous les gens qui rentrent disent c'est un scandale. En plus, c'est même pas une main collée, quoi. C'est tout le monde entier l'a vu. Et bien, en fait, on est éliminé, quoi. C'est la plus grosse déception de ta carrière? Ben, il y avait une finale de Champions League autour, à la fin. Hein. Et avec en plus... C'est pas un tournoi de Sixte, quoi. À Château-Gombert. Ouais, la finale contre Milan AC qui n'était pas très bien. T'imagines, j'ai le boucher, là, tu as le magasin à toi. Ouais, le boucher me laissait les clés. Prends la boutique. Mais tu remportes tout de même le titre encore cette année-là. Ouais, on gagne le titre, mais bon, je veux dire... Amer, quoi. Ouais, il manque un truc, quoi. Il manque le truc, parce qu'en début de saison, c'était là l'objectif. Hein. Quand, je me souviens, quand Bernard Tapie vient au stade de Le Cesne et s'assoit sur un ballon, c'était l'avant-dernier match de championnat, il m'a dit, bon, tu es d'accord, on repart pour un an. Alors, on venait de faire le doublé, j'ai dit, ben, écoute, allez, on repart pour un an. Il me dit, mais si on est éliminé en Ligue des Champions, tu es viré, quoi. Je dis, ouais, ça va. C'est bien, tu m'as prévenu. Il n'y a pas de changement. C'est pas mal. Il n'y a pas de changement. Mais les champions, tu viens de l'être, il faut que tu le sois obligatoirement. Bon, c'est normal. Et puis, la Ligue des Champions, si tu n'es pas la Ligue des Champions, tu es viré, mais normal, quoi. Voilà. Mais en plus, mais tu n'es pas viré tout de suite, parce qu'après, l'Allemagne gagne la Coupe du Monde cet été-là, avec Franz Beckenbauer sur le banc, et donc Tapi te remplace par Franz Beckenbauer. Bon, c'est déjà c'est pas, un certain niveau. Oui, mais il ne le présente pas comme ça. Il ne le présente pas comme ça parce que, dans une interview, il dit, comme tout va bien, je prends le risque de changer. Et on va me demander, si ça ne marche pas, pourquoi j'ai changé. Mais il dit, il part du principe en disant, il explique ça, j'ai Gilly sur le banc, mais je n'ai pas le prestige. Et pour gagner la Coupe d'Europe auprès des instances de l'UEFA, tout ça, il faut du prestige. Et le club de Marseille ne l'a pas. Donc j'achète le prestige, donc je fais venir Beckenbauer, et là j'ai le prestige. Il est parti. Enfin, tu achètes le nom. Il est parti dans ce truc-là. Mais comment toi tu le prends personnellement? Parce que c'est pas agréable de s'entendre dire que j'achète le prestige, alors que tu as fait doublé deux titres de champion. Bon, tu sais, je prends en disant, je dis à Tapi, écoute, bon déjà il arrive en retard, Beckenbauer. Quand il arrive, c'est au mois de septembre. Ouais. On a déjà fait 8 matchs, on est déjà premier pour la 3e année, quoi. On est presque champion de France en septembre encore. On a, je ne sais pas combien de points d'avance, 6 ou 7 points en septembre. On a gagné tout. On avait fait 7 victoires et un nul, quoi.
quand je suis parti. Alors on partait sur le 3e titre. Mais quand Beckenbauer arrive, je dis tout simplement à Tapi, écoute, il arrive, je travaille, tu me laisses 15 jours avec lui, et si au bout de 15 jours ça ne fonctionne pas, je ne me sens pas bien, ça ne me plaît pas, tu me laisses libre de partir. Il m'a dit, c'est OK. Et donc c'est ce qui s'est passé, parce que tu ne te sentais plus donc, à ta place. Il est venu, je suis allé le chercher à l'aéroport, je l'ai pris dans la voiture, et il était là, il est arrivé. Bon. J'ai dit, je vais te mener là où tu vas travailler tous les jours. La cata. Et je l'ai mené à Lumini. Et à Lumini, quand il arrive, tu imagines, il vient de gagner la Coupe du Monde, le mec. Quand il arrive à Lumini, le stade est plein d'élèves de l'UREPS qui étaient en train de lancer le javelot. La course. Elle est là, il me fait ça, il me fait ça. Mais j'ai dit, moitié. Parce qu'à l'époque, la commanderie n'existait pas. J'ai dit, avec un peu de chance, sur le terrain, tu ne risques pas de prendre un javelot ou un poids sur la tête. Et là, il est comme ça, il ne comprend pas. Je le mène dans le vestiaire où je me déshabillais tous les jours. Et dans ce vestiaire, non, dans le cafouche. Dans le cafouche. Il y avait un petit vestiaire où je me déshabillais tous les jours. Et au mois de juillet, il y avait une vitre cassée, une petite vitre cassée, il y avait un lierre qui commençait à rentrer. En septembre, le lierre, pour prendre la douche, il fallait faire comme Tarzan, ouvrir le lierre. C'est-à-dire, j'avais remplacé le carreau. Et il regarde ça, je dis, là, tu vas prendre la douche. Alors, tu l'as mis KO. Ouais. Et là, en partant, j'ai dit, ça ne pourra pas fonctionner. Je veux dire, il n'est pas dans cette démarche d'être entraîneur de club. Mais en plus, ou alors c'est entraîneur du Bayern Munich, qui est un club un petit peu... Pas le quotidien, tu vois. Bon, alors, il était venu avec un entraîneur, c'était Oziek. Oui. Bon, le fait qu'il vienne avec Oziek, quand il est venu avec Oziek, dans mon esprit, c'était clair. Ouais, il n'y avait plus de place pour toi. J'ai dit, bon, je vais partir. Et puis voilà, mon aventure marseillaise s'arrête comme ça. Il y a pas de... Elle ne s'arrête pas tout à fait, parce qu'elle s'arrête à ce moment-là. Donc tu vas à Bordeaux, Montpellier. Et 94, tu reviens pour quelques jours ou quelques semaines, parce qu'en fait, on te dit... Donc le club descend en Division 2, et on te prend, mais on ne peut pas te signer le contrat, en fait. Ouais. Parce que c'était un peu le bordel à ce moment-là. À nouveau. C'est encore... le club me reprend. C'est Cangioni qui était président. Ah oui, c'est vrai. Et puis je sais pas, je crois qu'ils font partir un entraîneur. Je sais pas si c'était pas... C'est pas Bourrier. C'était Bourrier. Bourrier s'en va. Et en fait, c'est Tapi qui m'appelle. Et 3 jours avant, je viens de me faire lourder de Montpellier. Moi. Et Tapi m'appelle... il me dit, demain, sois au club, tu reprends, si ça t'intéresse, tu reprends le club à la place de Bourrier. Alors je dis, ok, mais j'amène Jean-Louis Gasset avec moi, qui était mon adjoint à Montpellier. Je vais voir Nicolas, je dis, est-ce que tu peux laisser partir Jean-Louis avec parce moi? qu'il fallait négocier. Hein. Voilà. Alors, Nicolas, il m'a dit, bon, allez, ça va, ça s'est bien passé, tu l'amènes avec toi, bon, voilà. Et donc on arrive ici, et puis quand on arrive, il n'y a aucun dirigeant. Enfin, on voit les joueurs, on parle aux joueurs, il n'y a aucun dirigeant. Et 1 jour, 2 jours, 3 jours, on joue un match, pas de dirigeant. Et la semaine d'après, on avait toute la semaine pour travailler, et là aussi, pas un dirigeant. C'est-à-dire qu'on est là, on a discuté avec personne, on dirigeait l'équipe, on dirigeait les matchs, mais on n'a pas de contrat, on n'a rien, on n'a pas d'engagement. Et la veille du match, on est au stade Vélodrome, on s'entraîne au stade Vélodrome. D'un seul coup, rentre Cangioni, là, il y avait deux ou trois mecs avec. Là. Et puis, il dit, Cangioni, je dis, putain, heureux de vous voir, quoi. Et ça fait 10 jours qu'on est là, qu'on travaille. C'est pas ici, le président. J'étais le président et c'est la première fois qu'on se voit. Tout ça, alors il m'a dit, oui, j'avais des trucs à faire, enfin, un truc. Il m'a dit, mais il faut que... Il m'appelle en aparté, il m'a dit, il faut que je te dise un truc, c'est que bon... Pour ton contrat, ça va, on peut arriver à trouver, mais pour Jean-Louis Gasset, ça ne sera pas possible. Alors je le regarde, je regarde Cangioni, puis je lui dis, bon, on s'en va. Comment vous partez? On s'en va. Je dis à Jean-Louis Gasset, j'ai dit, Jean-Louis, on se rhabille. Et demain, Cangioni et tout ça, on se rhabille.
On sort le vestiaire était à l'infirmerie qui avait là. On se rhabille et on les plante là. On va au vestiaire pour attendre les joueurs pour débuter l'entraînement. On rentre avec Jean Le Gastien, on dit voilà, on est désolé, mais on s'en va. On voulait ça parce que les dirigeants ne veulent pas nous signer de contrat, donc bonne chance pour le reste de la saison. Et on est parti comme ça. C'est tout de fou. Et on est parti comme ça. Mais tu reviens l'année d'après. Donc l'OM termine champion, mais la LFP rétrograde le club. En fait, grosso modo, ils ont dit non, vous êtes censé être relégué. Donc comme vous avez été champion, vous restez en Division 2. Et là, tu reprends le club donc en Division 2 avec la Barthès part la seconde saison, il me semble. Comment? Fabien Barthès part. Il n'était pas là. D'accord, oui. J'avais Jérôme Alonso comme Ce qui fait une saison en D2, il me semble, Barthez. Il y avait encore un peu des restes de la glorieuse équipe. Oui, il y avait Cascarino, il y avait... Et donc, je repars en D2 et je remplace Henri Stambouli. C'est Henri, oui. Henri. Et là, il y avait Roussier, le président Roussier du Biton. Et puis là, l'équipe était, je crois, 13e ou 14e. Et puis à la fin de la saison... Voilà, on a le match de la montée contre Sochaux à Marseille. Là. Et on remonte. Et là aussi, en fait, c'est aussi une grosse émotion. C'est différent quand tu as connu la demi-finale de la Coupe des Champions, c'était très fort, mais là, c'est aussi fort. Là, c'est un autre niveau, quoi. Et puis, bon, là aussi, l'arrivée avait été un peu... Quand on m'a sollicité, l'équipe ça allait mal, quoi. On voyait dans la presse qu'il y avait des problèmes. Il y avait des jeunes et des vieux, quoi. Il n'y avait pas d'amalgame qui se faisait. Il y avait Casoni, Marcel Dib, tout ça. Ferrer, non? Ferrer, tu vois. Christophe Galtier, d'ailleurs. Christophe. Et donc, Jean-François Hernandez. Oui. Et donc, la veille de me mettre, de dire oui, j'invite à bouffer Caso et Marcel. Et je suis avec eux, là, et puis on mange. J'ai dit, puis je leur dis, alors, il me parlait, j'ai parlé moi un peu du club, de ce que vous vivez tous les jours, tout ça. Il me dit, comme des anciens pros aigris en fin de carrière, les jeunes aujourd'hui, on ne peut rien leur dire. Dès qu'on leur dit un truc, ils t'envoient chier, tu vois, un peu tout ça. Bon, j'ai dit, à la fin du repas, j'ai dit, on fait le truc ensemble. J'ai dit, vous n'allez pas finir votre carrière comme ça. J'ai dit, vous finissez votre carrière, vous allez peut-être descendre de deuxième division, là, et puis vous emmerdez tous les week-ends, tout ça, à finir votre carrière, essayons de la finir sur un challenge réussi. J'ai dit, si vous êtes d'accord, on essaye de le faire ensemble. Bon, en discutant comme ça, ils arrivent à être convaincus de participer au projet, quoi. Et puis voilà, et puis ça repart, quoi. Quand ils reviennent, leur attitude, plutôt que de jeter les jeunes, j'ai dit, vous les conseillez. C'est des jeunes, quand ils vous regardent, vous avez été des grands pros. Conseillez-les, ils attendent que ça, plutôt que de sans arrêt. Oui, les gens qui sont marqués. Et c'est pas voilà. Et là, c'est parti. Le truc est parti comme ça. L'ambiance, elle s'est de suite transformée. Et puis après, tu redeviens Marseille, quoi. Même si tu es en deuxième division, tu redeviens Marseille. Tu remplis tous les stades. À l'extérieur, c'est plein. Il y a la presse qui parle plus de toi que de certains clubs de première division. Tu vois, et voilà, la mayonnaise reprend et puis tu montes, quoi. Et tu remontes donc en division 1. Et on joue la demi-finale de coupe. Ah, contre Auxerre. Auxerre, on doit gagner. C'est vrai. Auxerre qui est champion. On doit gagner la coupe encore cette année-là. C'est l'année où Auxerre a gagné la coupe. Avec Depardieu qui descend ce match. Au il gagne au pénalty. Avec, comment il s'appelait, Chaïb, c'est ça, non, le milieu de terrain. Moussa Saïb. Ouais, voilà. Enfin, ils avaient une grosse équipe. Oui, mais là, à Marseille, là, c'est un miracle. Ils gagnent au pénalty. Avec Guy Varche aussi. Ils gagnent au pénalty. Charbonnier, on aurait dit Darry Cole, on avait arrêté tous les buts. Mais on doit gagner la Coupe de France. On doit monter et gagner la Coupe de France cette année-là. Mais bon, quand même, l'objectif principal, c'est la remontée. Et il est atteint. Et donc là, quel souvenir tu gardes de cette dernière saison? Finalement, vous vous maintenez tout à fait à l'aise. Oui, mais ça a été dur parce que quand tu remontes, tu n'as pas de moyens. Ouais. Le club appartient à la ville, donc il n'y a pas un sou. Pas d'installation. Et tu n'as pas d'installation, il n'y a rien. Mais le club, comme le club remonte en première division, le public veut que tu sois champion, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'aspiration du public et les moyens que l'on a, qui sont, je veux dire, même d'en parler, tu te dis c'est pas possible que le contexte n'ait pas compris ça, quoi.
Mais là, le contexte de suite, c'est putain, il faut être champion. Les champions, tu viens de remonter. Quoi. Tu vois, tu n'as pas de joueurs, tu n'as pas de sous pour acheter le truc. Il y a un match qui est un peu resté dans l'histoire, parce qu'on a dit que c'est un match où les joueurs ont lâché Gérard Gilly. C'est le dernier match de la saison à Lyon, 8-0. Et donc, est-ce que toi, tu as senti ça? Il y a certains joueurs qui ont dit ouais, on l'avait un peu lâché sur ce match-là. Comment ça se matérialise? Je l'ai senti, et certains joueurs me l'ont dit, ils doivent avoir mauvaise conscience. 25 ans après, ils se sont confessés. Ils se sont confessés 25 ans après. Non, mais là, j'aurais dû suivre mon intuition, parce que mon intuition, c'est l'avant-dernier match, on bat Paris Saint-Germain 2-1 à Marseille. Dans un vélodrome en travaux, d'ailleurs, il me semble. Oui. Et ça nous avait coûté beaucoup de points, les travaux. C'est quand tu joues avec une bâche et des grues derrière. Gagné, je me rappelle bien. Il n'y a plus rien. Quoi. Et on gagne Paris, et c'est l'avant-dernier match. Le dernier match, on allait à Lyon. Et après Paris, je dis, putain, allez, à Lyon, je sentais que s'il y avait quelque chose ça allait pas. Je me suis dit, je vire toute l'équipe, je fais jouer que des jeunes. Je fais une équipe de jeunes à Lyon pour finir le championnat. Puis après, j'ai dit, non, ils vont quand même pas lever le pied comme ça. Lever le pied, on était 4-0 au bout de 20 minutes. C'est pas les pieds qu'ils ont levé, ils ont tout levé. Ouais. Je me rappelle de ce match. Ils ont levé. Et ça a tellement été gros. Qu'en partant de Lyon, je me suis dit, quand on arrive à Marseille, on a toutes les voitures cassées. C'était tellement gros, en fait, que les gens, ils ont dit, ça va, ils ont lâché le match, quoi. Est-ce que tu as l'impression que, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, tu as gagné 2 titres de champion, tu as fait remonter le club, est-ce que tu as l'impression comment dire, enfin, je ne sais pas comment poser, mais qu'on te donne le respect qui t'est dû, en fait, dans l'histoire du club, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui sont double champions de France. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on minore un petit peu ton travail? Probablement parce qu'il y avait Tapi, et qu'il fallait exister. Voilà, bon, après... Tapi, c'était... Normalement, aujourd'hui, tu es entraîneur. Quand tu es entraîneur dans un club, tu fais ta carrière sur de la com aussi. Ah oui, ça oui. Aujourd'hui, il faut que tu sois... tu vois, que tu aies un look, un costume cravate, des déclarations, que tu fasses un peu le buzz. Tu vois, Moi, à cette époque-là, quand je réfléchis, je me dis, j'avais le plus grand buzzer du monde, quoi. C'est vrai. Tapi, tu ne peux pas être plus vendeur d'images que ce qu'il est. C'est impossible. Par contre, si tu veux rentrer dans son registre à lui et faire comme lui, tu n'existes pas. Mais si tu es l'anti-image Tapi, c'est-à-dire le gars tranquille, tout ça, qui correspond quand même à ma personnalité. À un moment donné, on me surnommait le glaçon dans le pastis marseillais, quoi. C'est-à-dire froid, comme si j'avais pas d'émotion. Mais bon, j'étais sur le banc, j'étais comme ça, je regardais, je n'étais pas au bord du terrain, je n'étais pas le Luis Fernandez, quoi. Et Tapi le faisait, ça. Donc on était, si tu veux, il y a eu ce contraste qui a été fait. Alors après, c'est vrai que Tapi était devant de la scène, prenait tout ce qui était à prendre, quoi. Et après... Bon, qu'est-ce qui reste partout, hein. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Les gens bon, Gérard Gilly, je vais partout, les gens l'aiment bien. Voilà, bon, après, l'équipe jouait bien. Et puis il reste les lignes sur le palmarès, il reste quand même 2 titres de champion de France. Voilà. Après, l'OM n'avait pas souvent fait quand même. C'est difficile à moi de dire quel impact tu as pu avoir sur l'esprit des gens. Et il reste forcément une image sur les gens de notre génération. Il reste une image, quoi. Alors, il y en a qui vont te dire Tapi faisait tout, Tapi tout ça. Mais c'est tellement réducteur, quoi. Une équipe, il faut que tu la fasses travailler tous les jours, que tu l'alimentes tous les jours. C'est du quotidien. Tu es le président, il est à Paris, il va tu vois, je veux dire, il faut, quand il y a des conflits entre joueurs, il faut toujours que tu sois la goutte d'huile au milieu pour que ça s'arrange. C'est un travail permanent, quoi. Et puis après, il y a aussi ton influence, comme on disait, sur Christophe Galtier, sur Didier Deschamps. Didier Deschamps aussi a déjà dit Gérard Gilly, il a compté aussi dans ma carrière. Il y a aussi ça compte pour quelque chose. Voilà, tu vois, quand tu fais l'addition de choses, de trucs, à un moment donné, tu te dis, putain, mais je ne pensais pas avoir impacté autant de... Parce que
Parce que sur le moment, tu le fais naturellement. Tu n'es pas là à noter tout ce qui est écrit sur toi ou pas. Est-ce que c'est vrai que quand on est Marseillais, qu'on entraîne l'OM, parce qu'on se pose toujours la question, moi en tant qu'ancien, tout ça, quand on est Marseillais, quand on est des quartiers, qu'on entraîne l'Olympique de Marseille, qu'on gagne des titres, on est moins reconnu que les autres. Les autres étrangers, quand ils arrivent, qui gagnent un titre, ils seront reconnus, on dirait qu'ils sont, sont les meilleurs. Comme les joueurs, on parlait et on dit toujours que Marseille ne peut pas entraîner l'OM. C'est faux ça. Comme tout à l'heure du petit Lopez. Oui, voilà. Lopez, parce qu'il est Marseillais au Burel, tout ça, on le trouve plus petit que ce qu'il est. On le trouve moins. Voilà, je veux dire. À un moment, il n'a pas un beau jeu de tête, il est passé. S'il arrivait dans notre club, là, on dirait putain, on a trouvé une petite pépite. Mais tu sais que les meilleurs stats, les meilleurs entraîneurs passés par l'Olympique de Marseille, ce sont des Marseillais, ceux qui ont gagné les titres. Donc, oui. Gotals, quand même. Mais sinon, Gérard demi-finale des titres de champion, le doublé. Roland Gransart remonté en première division. Mais après, l'OM, c'est un tout. C'est aussi Marseille, c'est aussi une ville immigrée, en fait, beaucoup d'immigrés. Donc, c'est une ville qui sait accepter les Gotals, les Guéret. En fait, j'avais marre d'entendre dire, moi, les Marseillais ne peuvent pas réussir. Non, mais c'est ça qui me déçoit le plus. Et puis après, c'est vrai aussi que, en tout cas, c'était très plaisant vraiment de faire cette interview parce que, comme on le dit souvent ici, l'histoire de l'OM, c'est quelque chose d'assez immense. Et il y a des Marseillais qui ont réussi. Donc on est en présence de deux Marseillais qui ont réussi à l'OM. Et on va aussi parler de Mario Zatelli, qui a été quelqu'un énorme. Jean Robin, c'est des personnes énormes. Voilà. Par contre, il va falloir qu'on y aille parce que la caméra nous dit que c'est trop long. Donc on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup Gérard, c'était génial.